encore un an, 70% des Français disaient refuser le second tour Macron-Le Pen. Je pense qu'il a joué avec le feu, dans la mesure où il a été un peu trop sûr de lui. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Marine Le Pen a une chance, c'est qu'elle a été dédiabolisée par contraste. En déconstruisant la France, c'est le peuple français qu'ils veulent faire disparaître. La radicalité des propos d'Éric Zemmour ont permis à Marine Le Pen d'apparaître comme normalisée. Les Français manifestent ce soir le souhait d'un contre-pouvoir fort, d'une opposition qui va continuer à les défendre et à les protéger. À ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, non, ne sifflez personne. C'est nous qui allons bâtir ce monde nouveau et commencer à le faire ici et maintenant. Le désir de renverser la table l'emporte dans des sphères très importantes de la population. Les lendemains démocratiques vont être difficiles parce que quoi qu'il arrive, on a effectivement deux France qui se font face à face. Notre campagne est désormais lancée. Ce sera la plus belle de toutes. Il a une hésitation quelques jours avant. Il dit à quelques-uns je crois que je vais pas y aller, en fait, je crois que c'est pas pour moi. Et Villepinte, c'est le premier crash test, en fait. Si ça marche pas, si c'est un meeting fiasco comme il y en aura dans la campagne, il a tout perdu. Bonjour monsieur, je vais vous prendre une casquette s'il vous plaît. Une casquette, très bien. Une bleue. C'est quoi, c'est un soutenant en fait? Un set de table. Plusieurs milliers de personnes, près de 15 000 selon Éric Zemmour, assistent en ce moment à son premier meeting de campagne. Le candidat habitué des plateaux tente ici de se muer en tribun, s'opposant en victime du système des médias. Bravo monsieur Zemmour, bravo, bravo. Contre moi, tout est permis. La meute est désormais lancée à mes trousses. Mes adversaires veulent ma mort politique. Les journalistes veulent ma mort sociale et les djihadistes veulent ma mort tout court. Vous savez, depuis des mois, je sillonne la France. Je rencontre des Français. Deux craintes les hantent. Celle du grand déclassement, avec l'appauvrissement des Français, le déclin de notre puissance et l'effondrement de notre école. Et celle du grand remplacement, avec l'islamisation de la France, l'immigration de masse et l'insécurité permanente. Mais un petit grain de sable est venu gripper la machine. Non, ce grain de sable, ce n'est pas moi. Ce grain de sable, c'est vous. Il y a beaucoup de jeunes. C'est très frappant. Souvent des jeunes hommes, entre 18 et 25 ans, plutôt bourgeois, dont les parents votaient plutôt François Fillon. La bourgeoisie patriote, pour reprendre son expression, qui, pour des raisons esthétiques, ne s'intéressait pas à Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est une plouque, c'est une tuche, qui aime les chats, tandis que lui aime les livres. Salut, je suis vraiment enchanté de te rencontrer. Et c'est quand on voit toutes les attaques de part et d'autre, on se dit, voilà. On sait que vous êtes costaud, mais franchement, vous avez tout notre soutien, quoi. Donc ça fait plaisir. Merci beaucoup, c'est sympa, ça fait plaisir. 1, 2, 3. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous en prie. Ouais, bien sûr. Merci. Vous recrutez pas par hasard chez Valeurs Actuelles? Il faut postuler, envoie-moi un mail en vrai, ou envoie un mail à qui tu veux à la rédac, mais je peux pas le faire maintenant, je suis désolé, j'ai trop de... Mais si, on recrute, si, ça arrive, bien sûr, évidemment, bien sûr. Je réalise ce jour-là, en fait, un peu qu'il y a une génération Zemmour, qu'il y a énormément de jeunes,
et qui sont particulièrement motivés, particulièrement militants. Ce sont des gens comme moi, mais qui, avec 10 ans de décalage, parce qu'ils ont 10 ans de moins que moi, ont découvert Éric Zemmour sur les réseaux sociaux et à la télévision sur CNews, et qui se sont identifiés tout de suite, pour les mêmes raisons que moi 10 ans plus tôt, à ce personnage. Valeurs Actuelles, même si officiellement ne soutient personne, on voit que le magazine a une grande tendresse envers Éric Zemmour et en tout cas est plutôt bienveillant à son égard. On a l'impression que c'est un candidat qui n'avait pas de parti au départ, mais avait une écurie médiatique. Petit mea culpa pour commencer tout ça. Je devais normalement faire le Welbeck la semaine prochaine en couve et je vais pas avoir le temps tout simplement et je vais pas y arriver, donc du coup je vais passer mon tour. Donc si vous avez des bonnes idées de couve pour la semaine prochaine, là, ouais. Peut-être qu'il y a un truc, c'est en rebondissant d'une part sur toutes les églises qui ont été saccagées ces derniers jours, plus la publication mercredi prochain de l'indice de persécution des chrétiens, etc., où on peut avoir les chiffres en avance, on nous les a proposés. Je pense pas que ça vaille une couve quand même, surtout ça marche jamais. Et, je pense que ça valait une couve dans n'importe quel moment du quinquennat et pas en campagne, c'est ça le problème. C'est est-ce que tout simplement on fait pas la couve Pécresse tout de suite quoi. Moi c'est ce que je voudrais faire. Voilà. Et donc si on fait Pécresse, on la fait comment et quand surtout, enfin je veux dire comment on se démerde. Bon, moi je ferais plutôt la challenger justement sur que vaut-elle pour le lecteur de Valeurs Actuelles en termes de positionnement, de sincérité, de droitisation. Sinon l'angle à part est-elle vraiment de droite, c'est quoi possiblement? Que ça en fait. Bah ouais. Quelles sont ses chances? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce que tu vois, c'est poser un peu toutes les questions que je pense nos lecteurs se posent, tu vois. La question de l'identité politique de Valérie Pécresse, en fait, elle a été au cœur de nos réflexions, mais même au cœur des réflexions de son électorat, en réalité. Valérie Pécresse est une candidate assez faible, assise sur une faille tectonique. À l'intérieur de son camp, elle est sous la pression d'un Éric Ciotti. Et le score qu'Éric Ciotti enregistre à la primaire dit précisément ce déport vers la droite et même vers l'extrême droite d'une partie significative de la base des Républicains. Bienvenue dans cette fabrique de la campagne. Alors c'est au cœur de cet espace ouvert à tous que je veux vous présenter aujourd'hui l'équipe qui va m'accompagner pendant tous ces prochains mois et j'espère pour de nombreuses années. On peut y aller? C'est bon. De toute façon, vous avez toujours le son. Vous m'entendez? Oui. Super. Juste un truc sur qui est présent sur TikTok parmi vous? Moi. Mais TikTok comme présidente de région ou TikTok aussi comme porte-parole? Non, présidente de région. D'accord. Hotman, je crois que tu es présent aussi, toi, non? Je dois avoir un compte que j'utilise absolument pas, donc présent, non, pas vraiment. Et Guilhem, il doit l'avoir. Guilhem, tu es présent dessus? Oui, mais comme Hotman, pas très actif. J'ai publié 2 vidéos. Maintenant, Valérie est sur TikTok. On est en train de commencer à mettre en œuvre une stratégie par réseau social. Et TikTok, il faut absolument que vous, qui incarnez la nouvelle génération de la droite, vous vous en empariez davantage. Et juste, Geoffroy, un sujet juste sur Twitter. Sur Twitter, on se fait dégommer par les partisans de Zemmour, qui sont pas 2 fois plus forts, qui sont 15 fois plus forts. En fait, je ne comprends pas trop comment on peut aujourd'hui arriver à faire en sorte que nos militants qui sont sur le terrain, qui sont les plus actifs, se mettent sur les réseaux et arrivent à faire des tweets. J'ai l'impression qu'il y a une forme de honte, en fait. Et même des jeunes militants de droite qui sont complexés, qui n'arrivent pas à afficher publiquement leur soutien à leur candidate, alors que les pro-Zemmour, ils l'affichent partout, quoi. Twitter, c'est un réseau de gens qui sont déjà ultra convaincus, voire, pour beaucoup d'entre eux, ultra radicalisés. Donc, Zemmour, forcément, c'est son réseau. Ils savent très bien que le plus grand danger, c'est elle. Donc, ils vont passer leur temps, surtout chez Zemmour, plus que chez Le Pen, à l'attaquer et à la calomnier.
Valérie Pécresse, au départ, se dit il faut aller absolument rechercher tous les gens qui sont partis du côté d'Éric Zemmour. Donc elle veut essayer d'aller leur dire bon, maintenant qu'on a un candidat, revenez à la maison. Moi, je suis très ferme sur la sécurité. Elle essaye de concilier à la fois cette volonté de stopper l'hémorragie dont elle a peur et de concilier aussi son identité à elle, qui est plutôt d'une droite modérée, chiracienne, ouverte vers le centre, en fait. On ne sait pas vraiment où elle veut en venir. Et c'est tout son problème, je pense. Une statue symbole des traditions chrétiennes qui risque d'être déboulonnée. Un archange Saint-Michel doit être déboulonné. Décision du tribunal administratif saisi par l'association laïque Libre Pensée. Alors aujourd'hui, les églises sont menacées de vente, les statues de déboulonnage. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? Ça dit que les personnes qui sont actuellement en place dans les pouvoirs publics n'ont aucune préoccupation concernant notre histoire, concernant notre héritage. Si aujourd'hui on déboulonne les statues, quelle est la prochaine étape ? La ligne d'Éric Zemmour, c'est le combat dit civilisationnel. C'est la France à minuit moins une. Il pense que les Français vont se décider sur un choix de civilisation, sur la survie de la civilisation judéo-chrétienne. C'est la crise et le combat de l'Occident contre les nouveaux barbares. Ta gueule! Tu la fermes ta gueule! Si vous avez quel âge pour m'insulter comme ça quand même? En constitution, Ligue du foot! Je le savais quand même. Je suis venu ici pour montrer ma solidarité avec tous les sablés qui défendent cette statue de Saint-Michel. L'objet de la vindicte imbécile de laïcards qui sont les idiots utiles de la woke culture. Merci à vous. Monsieur Zemmour, est-ce que vous pourriez envisager de nommer Monsieur De Villiers comme ministre ? Philippe De Villiers, en fait, il pense depuis très longtemps qu'il faut inventer quelque chose entre les Républicains et le Front National. Et puis arrive le petit Éric Zemmour avec son émission quotidienne qui fait des audiences, etc. Et donc il regarde ça de loin en disant ça va pas prendre, ça va pas marcher, il est trop petit, c'est pas un vrai homme politique, ça va pas prendre. Il regarde Villepinte devant sa télévision et puis il se met à pleurer en fait. Et il s'en veut parce qu'il se trouve lâche de pas avoir été soutenir son ami qui était en train de faire ce que lui appelait de ses voeux depuis très longtemps. Des intelligences en France, il y en a plein, il y en a trop. Ce qui vous manque, on l'a ici au Sable ce matin, le courage français. Je vais vous dire, s'il y avait un Philippe De Villiers par région, la France serait sauvée. La Vendée a relevé tous les défis. Vous êtes un véritable modèle dans cette terre historique de la droite française. Pour détruire un peuple, il faut détruire ses racines. Nous ferons face, nous tiendrons la ligne, nous défendrons la précieuse civilisation qui nous a été transmise. Nous connaissons les enjeux, nous connaissons l'adversaire, nous connaissons ses méthodes. Je sais que pour cette formidable bataille politique qui nous attend, je pourrais compter sur vous. Cet imaginaire de menace, dans un moment de tension collective, pourrait l'amener à pousser la société à craquer. C'est ça qu'il a essayé de faire, en fait. Rétrospectivement, quand on voit sa compagne, cette société fatiguée, il n'a pas cherché à l'endormir, il a cherché à la faire craquer. On s'est rendu compte qu'il avait rendu service à Marine Le Pen, c'est-à-dire que tout ce qui était le discours identitaire, nationaliste, patriotique et xénophobe, il se l'était tellement accaparé qu'elle a pu investir un autre champ très important, laissé en friche probablement par Emmanuel Macron, qui est la question sociale. Nous, on a fait le choix du terrain. C'est un choix qui me correspond bien.
Et donc, je suis très heureuse de pouvoir faire une campagne où on va sillonner l'ensemble des routes de France jusqu'au mois d'avril. C'est aussi efficace qu'un gros meeting à Villepinte ou à C'est la différence entre faire de la politique et faire de la com, quoi. Voilà. Il y a une colère qui monte contre les éoliennes en France. Et Marine Le Pen est aujourd'hui en Bretagne et elle est allée soutenir les pêcheurs qui se battent contre un futur parc éolien. Ah, je suis content, je suis chez moi là. Je revis. Marine Le Pen, elle a choisi une campagne de métronome, c'est-à-dire que c'était toujours le même rythme, la même intensité. Elle n'a pas varié. Donc elle vient labourer des terres qu'elle laboure beaucoup, c'est-à-dire la France des oubliés, la France qui est des petites gens maltraitées par les décisions qui viennent de Paris, mais des décisions très concrètes. Donc là, c'est un déplacement sur les éoliennes. Et vous voilà vraiment dans un endroit idyllique d'Erquy. On a un petit peu du mal à voir là, merci beaucoup. Et c'est dans cet environnement-là qui, juste en face de nous, là-bas, seront érigées donc 62 éoliennes de 210 mètres de haut. Et on nous chasse de ces zones de pêche pour implanter ces éoliennes. C'est une absurdité écologique, économique, stratégique. Voilà. Je rappelle quand même que l'intégralité donc, de ce champ de l'équivalent de 62 tours Montparnasse va produire à peine 15% de ce que produit un EPR. À peine 15%. Et tout ça, encore une fois, pour produire une électricité hors de prix. Exactement. Pour contribuer à aggraver la facture qui est payée par les Français, alors même que cette facture, elle s'envole. Moi, j'ai peur que d'ici quelques années, si les éoliennes se font, déjà qu'il y aura des bateaux à vendre dans le port. Oui, ça c'est sûr. Et je le dis et je le redis, un jour, il y en a un qui on retrouvera pendu à son mât. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Moi, je prends l'engagement solennel devant vous, si je suis élu président de la République, qu'un de mes premiers axes soit arrêter précisément ce parc. Bien, je vous remercie. Cette extrême droite à visage humain, si je puis dire, elle sort des créneaux, des canons habituels de l'extrême droite. Vous pouvez mettre France Info. La campagne présidentielle qui ne dit pas son nom d'Emmanuel Macron. Et oui, Emmanuel Macron, toujours chef de l'État, toujours pas déclaré candidat à sa réélection. Le scandale des EHPAD chez Orpea qui pose la question des abus dans tout le secteur. Ce matin sur France Info, la directrice générale du groupe Corian se défendait de l'existence d'un système de rétribution. Bonjour, bonjour. Ça va? Enfin? Bah ça va. Salut. On va au maquillage? Non, on va pas. Allez, allez. On va parler de la crise sanitaire avec la levée des restrictions demain. Et puis on finit avec de la politique. Emmanuel Macron, toujours pas candidat. J'ai l'impression de vous poser la question depuis 3 mois. Bah oui, mais bon, vous avez qu'à pas me poser la question. Mais il a qu'à pas faire campagne. Donc voilà, on va faire une partie pourquoi il veut pas débattre. Voilà. J'ai jamais dit ça. Encore faut-il avoir le temps matériel de répondre. C'est pour ça d'ailleurs qu'aucun président sortant n'avait participé à ces débats. En fait, c'est matériellement impossible. Bon, ok, je vous attends sur le plateau. D'accord, merci. Les poches sont de plus en plus lourdes. On est à 10 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Tout le monde a compris qu'Emmanuel Macron sera bien candidat. Est-ce qu'il est temps aujourd'hui d'entrer en campagne? Non. Non, vous le voyez bien au regard de l'actualité, car on est en train de prévoir... Ça veut dire que son agenda est dicté par Omicron? Moi, je pense que les Français ne comprendraient pas que là, dans ces jours-ci, le président s'exprime sur la campagne électorale. Merci, Gabriel Attal. Bonne journée à vous. Merci.
Je veux ici vous dire que la présidence française sera une présidence de promotion des valeurs qui nous font et qui, à force d'être considérées peut-être comme des acquis, ont fini ces dernières années par se fragiliser. Nous sommes cette génération qui redécouvre la précarité de l'état de droit et des valeurs démocratiques. La séquence officiellement européenne sera évidemment aussi une séquence de campagne pour la présidentielle. Ce sera son premier meeting, s'amuse un député En Marche. Il a moins besoin que les autres de faire campagne. Les autres ont besoin de faire campagne. Et simplement, les autres sont un peu frustrés parce que, effectivement, la confrontation n'a pas lieu. Ils ne peuvent pas se faire mousser par la critique qu'ils peuvent avoir à l'égard de Macron. Pour l'instant, la campagne, elle a eu du mal à démarrer. Je ne vais pas vous dire le contraire, elle a eu énormément de mal à démarrer. Emmanuel Macron a choisi d'assumer la présidence française de l'Union européenne qu'il aurait pu choisir de repousser dans le temps. Et donc là, pour nous, c'est l'occasion de recréer ce duel en réalité entre les nationaux et les mondialistes qu'il incarne parfaitement et qu'il va incarner durant cette présidence française en fait. Ça va ? À tout à l'heure. Jordan Bardella for the ID Group. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de la République. Votre Europe a 60 ans, la nôtre en a 3000. En un entretien récent dans lequel vous vous réjouissez d'emmerder une partie du peuple français, vous prônez la mise en place d'une Europe des migrations. Pour la France, mais aussi pour l'Europe, il est vital que votre mandat reste unique. Je vous remercie. Monsieur Bardella, vous avez quand même, je dois le saluer, très méthodiquement dit n'importe quoi sur tous les textes européens que nous pouvions signer. Et je dois dire que l'esprit de méthode avec lequel vous l'avez fait mérite une forme de respect parce qu'il manifeste une vraie cohérence de votre discours. Mais ça n'est pas en disant méthodiquement n'importe quoi, même si le n'importe quoi se tient, qu'on peut finir à la fin par dire des vérités. Merci, Monsieur le Président, pour votre réponse. En fait, le mépris, c'est plus fort que lui. Il est incapable de s'exprimer sans faire preuve de cynisme ou d'arrogance avec les gens qui sont en désaccord avec lui. Macron a fait du Macron, Macron est en campagne, et Macron devrait être battu dans les urnes le 10 avril prochain. La presse française, et je dirais même la presse internationale, retient précisément de cet exercice que la campagne présidentielle française s'est invitée dans les débats européens. On retient moins le grand discours que fait Emmanuel Macron pour introniser sa présidence de l'Union européenne que les attaques qu'il subit de la part de ses opposants. Quand le président de la République dit qu'on ne peut pas remplacer notre système électrique par des énergies renouvelables, il se trompe. Yannick Jadot n'a jamais réussi à s'imposer dans cette campagne depuis sa désignation sur le fil face à Sandrine Rousseau à la primaire des écologistes en septembre. Et c'est vrai que le discours de Macron au Parlement européen, c'est l'occasion pour Jadot d'apparaître sur scène et de défier le président de la République. Merci, Monsieur le Président de la République. Vous avez incontestablement fait un beau discours. Il y a une scénographie qui joue en sa faveur. Il fait plus d'1m90, il est debout devant un pupitre. Emmanuel Macron, il est assis. Et Yannick Jadot se tourne vers lui, donc il le surplombe. Et il assène, effectivement, un réquisitoire. Monsieur le Président de la République, cessez de tendre l'oreille aux théories fumeuses et nauséabondes du grand remplacement. Occupez-vous de la réalité scientifique du grand réchauffement. Merci. Il fait un bon discours, reconnaissons-le, il fait un bon discours. L'entourage de Jadot est ravi, hein. Ils disent « ouais, ça y est, c'est le début de la campagne et tout ». C'est un débat du candidat Jadot contre le candidat Macron? Non, c'est un débat de deux Européens convaincus. C'est le président de la République qui a choisi de faire cette présidence pendant l'élection présidentielle. Vous aviez envie de frapper fort quand même. Vous êtes d'accord que ça ressemblait à un discours de candidat quand même, votre intervention? Est-ce que malgré tout, vous comprenez que ça ait pu heurter? Non, c'est pas un choc frontal. Vous savez, quand on est convaincu, quand on est... Sauf qu'on voit que ça n'imprime pas. Ça ne prend pas, il n'arrive pas à imposer ses thèmes,
il n'arrive pas à imposer la problématique du changement climatique ou de la transition écologique. À mon avis, Yannick Jadot n'a pas réussi à s'imposer dans cette campagne parce qu'on ne peut pas expliquer aux classes populaires qui prennent leur voiture ou qui se nourrissent peut-être d'une manière trop carnée, on ne peut pas leur expliquer que finalement la fête est finie alors qu'ils n'ont même pas été invités à la fête. Et donc par conséquent, il me semble que c'est peut-être faute d'un certain imaginaire, parce qu'on a beaucoup parlé de sobriété, on a bien fait de le faire dans cette campagne, mais la sobriété, encore faut-il qu'elle soit heureuse, sinon elle ressemble à s'y méprendre à l'austérité. Et l'austérité, ça n'est pas de nature ni à, je dirais, convaincre des gens de gauche sur le plan budgétaire, ni à les convaincre, je pense, sur le plan existentiel. La gauche, toujours dispersée à l'orée d'une semaine décisive. Christiane Taubira doit confirmer la semaine qui vient sa volonté ou non de se présenter à la présidentielle. Une candidature de plus à gauche qui divise. Bref, à 3 mois du premier tour, la gauche est éparpillée face en puzzle. Ce qui vient polluer d'une certaine manière et qui va être un espèce de feuilleton lancinant, c'est l'idée que si la gauche veut peser, il faut qu'elle soit unie. Entre 2017 et 2022, aucun de ceux qui pouvaient représenter la gauche, et en particulier Jean-Luc Mélenchon, n'a tendu la main pour dire « asseyons-nous autour d'une table, discutons, faisons une plateforme commune ». Jean-Luc Mélenchon sur la scène d'un meeting politique peu commun. Aujourd'hui à Nantes, le leader de la France insoumise propose un meeting immersif et olfactif. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreux. Et oh là là. Mister Bastien. Ça va? Tout est au point? Tout est impeccable. Tu m'as dit qu'ils étaient en avance? Oui, oui. Tu vas être là, c'est ça? Sur la scène, ouais. C'est pas du gadget politique? C'est pas du gadget politique? Oui. Si, un peu? Une campagne, c'est une forme. C'est pas juste comme l'ouverture de la pêche ou de la chasse. Hein. Faut que les gens soient fiers, quoi. Ceux qui sont avec nous, faut qu'ils soient fiers, qu'ils se disent waouh, ils ont trouvé des idées, ils savent le faire. Monsieur Mélenchon, avec ce meeting, est-ce que vous avez l'impression pour la première fois de dicter le rythme de la campagne en focalisant l'attention là, aujourd'hui, sur Nantes? Un peu. C'est un peu l'effet recherché. Hein. Il faut accepter que la politique, c'est pas seulement un jeu de petits chevaux de bois entre des personnes. Il y a des nécessités qui sont dans l'histoire, dans la situation sociale, qui s'expriment. Mais eux, ils devraient s'interroger sur comment ils en sont arrivés là. Parce que je veux bien qu'ils disent tout ce qu'ils veulent, mais c'est quand même pas moi qui les ai amenés à 3%. Ils s'y sont mis tout seuls. Hein. Bon, il a bien fallu que quelque chose se rompe. Donc moi, j'ai un bon toucher de balle là, à ce moment-là. Je suis bien content. Maintenant, la profondeur. Celle qui occupe 70% de la planète. La mer! Thalassa! Le cri de l'expédition des 10 000, réapercevant la mer des mondes, la mer Méditerranée. Regardez-la, regardez sa puissance, sa force. Voilà la porte de sortie du nucléaire qui est devant vous. Elle contient 66 fois l'énergie dont on a besoin à Terre. Elle est là pour toujours, la nuit, le jour. Les commentaires sont dithyrambiques. Et ça le fait aussi rentrer en campagne. C'est-à-dire qu'on se dit, ah oui, Mélenchon, qu'on disait un peu usé, vieilli, un peu fatigué, non, il compte, il est encore là. Si vous me redonnez la force que vous m'avez donnée la dernière fois, pas plus, 7 millions de voix, si vous me donnez cette force comme candidat et que vous la donnez en même temps, parce que c'est moi, au programme L'Avenir en commun, nous accueillerons tous ceux qui veulent participer à la mise en œuvre du programme et nous sommes d'accord pour en discuter de la forme d'application. Mais on fera l'union et on saura pourquoi faire. Mélenchon, là, il est fort. Ouais, il est très, très fort. La gauche républicaine part chez Macron, la social-démocratie est dans les choux. Et lui, avec son talent incroyable, refait liaison. Ça ne tient qu'à lui. La candidate socialiste a la peine dans les sondages entre 2 et 4% des intentions de vote. Anne Hidalgo a refusé de se résigner face aux prophètes de malheur qui voudraient qu'elle abandonne.
même les plus hostiles, me reconnaissent au moins une qualité, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur du combat, je n'ai pas peur de la diversité. Non, nous ne reculerons pas. Voilà, ça c'est bien. Hein? Moins de brut et plus de douceur. Merci. Et en politique, ça en a besoin. Comment tu vas? Ça va? Vous avez une belle équipe. Écoute, ça va payer. Tu sais, moi je dis toujours, il n'y a que les combats perdus d'avance sont ceux qu'on ne mène pas. Hein. Ah mais c'est exactement. On n'est plus sur les très très grands meetings qu'on a pu connaître. Je pense à la campagne de François Hollande, que j'ai suivi en particulier. Mais voilà, c'est des rencontres importantes. Et puis c'est l'occasion pour les militants de se dire, mais on n'est pas tout seul chez nous. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour Anne Hidalgo qui, finalement, en général et systématiquement, nous dit pas allez-y, en avant, en avant, en avant. Elle nous dit suivez-moi. Le meeting d'Aubervilliers pour Anne Hidalgo, c'est terrible. Les images sont dévastatrices. C'est-à-dire qu'à côté de Paris, dans un département de gauche, la salle n'est pas remplie. C'est quelque chose qui, pour une candidate ou un candidat, est vraiment horrible. Merci beaucoup, merci à vous. Chers amis, mes chères Françaises, chers Français, mes chers camarades, c'est leur rêve. Enfin une élection sans les socialistes, enfin une élection sans la gauche républicaine. Pour certains, ce serait tellement plus rassurant. Dans vos rêves, les amis. Et ensemble, nous triompherons. Vive la République et vive la France! Le Parti socialiste paye les 5 années où il était au gouvernement et où il a beaucoup déçu, et puis il paye les 5 années qui ont suivi, si je veux le dire de manière un peu cruelle mais simple, de ne pas avoir travaillé, c'est-à-dire de considérer que peut-être certains résultats aux élections locales ou son assise lui permettent de se voiler encore la face, lui évite de réfléchir à ce qu'il veut faire pour la France. Le vote pour la primaire populaire a débuté hier et il se conclut dimanche. Une primaire populaire qui a peu de chance, on le sait, d'aboutir à une union de la gauche derrière une candidature unique, puisque Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo affichent leur hostilité à cette procédure. Ok, est-ce que vous nous entendez bien dans le Zoom? Oui, très bien. Donc, on voulait vous remettre en conscience de plusieurs choses, notamment le fait que c'est la première fois que des citoyens et des citoyennes s'organisent comme ça dans le cadre d'une élection présidentielle pour organiser une grande investiture populaire. C'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. Et vous êtes les premiers bénévoles à le mettre en place. Donc un grand merci de faire partie de cette aventure assez excitante et stimulante. Je pense qu'on peut quand même s'applaudir. Il y a un peu le côté pied nickelé, hein. C'est vraiment c'est très amateur. Dans la gauche institutionnelle, ils représentent rien. À l'arrivée, il y a autour de 400 000 inscrits, ce qui est quand même assez spectaculaire et assez inattendu. Les organisateurs sont presque les premiers surpris d'être à la tête de potentiellement cette dynamique-là. Ramenez la gauche à la raison, allez primaire, allez. Ramenez la gauche à la raison, allez primaire, allez. Et c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est Yannick Jadot. Ramenez la gauche à la raison, allez primaire, allez. Comment est-ce qu'on a construit en un an un mouvement un peu présent partout sur les territoires en France? Pour moi, c'est bon, c'est nickel, le ton est génial. Juste quand vous parlez du vainqueur ou de la vainqueur, jamais utiliser un mot genré. Okay. Si c'est genré, tu dis bien les deux, du ou de la. Sinon, tu dis un truc non genré, par exemple, les résultats, la personne victorieuse, la candidature. Si tu fais du genré comme vainqueur, tu dis du et du la, parce que sinon, les gens vont psychoter de dingue. 84% de participation. Ok.
Ça veut dire 400 000. Ça représente 392 000 votants sur près de 470 000 inscrits. Rappelons que les électeurs ont pu choisir entre cette personnalité de la gauche. Les urnes ont été ouvertes et dépouillées. Il a été déterminé que la personne arrivée en tête est Madame Christiane Taubira. Madame Taubira, le plus dur reste à faire. On va avancer, s'il vous plaît. Allez, on prend un peu de chance. Allez, on y va. On prend un peu de chance. Bonsoir, bonsoir. Merci. Merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil et merci surtout pour la mobilisation. Merci pour cet acte démocratique majeur. Je suis extrêmement heureuse et fière du choix qui a été porté sur mon nom. Et merci d'être dès demain les chevilles ouvrières d'une possible victoire en avril 2002. Donc là, on se dit, oulala, est-ce qu'elle est vraiment dans ce moment-là? Est-ce qu'elle est vraiment dans la présidentielle de 2022? Ou est-ce qu'elle est dans l'idée de solder son parcours personnel, où 2002 est resté comme un poids parce qu'elle a fait un score rikiki, mais qui, dans l'imaginaire collectif, a contribué à affaiblir celui de Lionel Jospin? Pendant 20 ans, les socialistes ont fait une politique qui était plus celle de leur électorat premier. L'électorat de la gauche s'est disséminé parce qu'il était tellement fracturé qu'on ne retrouvait plus justement ce qu'on appelait autrefois un peuple de gauche. Donc faire une primaire populaire n'allait pas le ressusciter. Une semaine décidément compliquée pour la candidate du RN, alors que sa nièce, Marion Maréchal, a assuré qu'elle ne la soutiendrait pas. Le candidat de Reconquête qui tente d'affaiblir sa rivale du Rassemblement national à coup de débauchage. Ceux qui veulent partir partent, mais ils partent maintenant. Parce que ce qui est insupportable, c'est la taqiyya, en quelque sorte, qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes. La taqiyya, c'est la dissimulation. 30 ans. 30 ans de perdu. 30 ans de perdu. Quel bonheur. Ordures! Vous êtes des ordures! Vous êtes des ordures! Quoi? Tu recrutes encore des pourris du Front National en plus. Vous allez chercher les Ciotti tous là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On nous insulte, on envoie des bisous. Bisous, c'est le slogan aujourd'hui. Bonjour ma biche. Bonjour ma biche. On vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Il y a la capacité pour se garer facilement autour du palais. Alors, t'as deux parkings. T'as deux parkings, mais voilà, comme je dis à chaque fois, venez en avance. Avant l'ouverture des portes. 16h. 16h et le Z commence à 18h30. Oui, c'est ça. Guillaume, ça va bien? RPR en 80. Ah. Eh ben, bravo que... Et on refait. Tu te rejoins. On le refait, hein. On le refait, le RPR. On le refait. Hein. Oui, exactement. Vous permettez? Bien sûr. Voilà. Bon, bref. C'est une vidéo, c'est encore mieux. C'est encore mieux, oui. C'est du live. Il y a la moitié des électeurs du Rassemblement national qui veulent une alliance avec la droite et les 2 tiers des électeurs de droite qui veulent une alliance avec le Rassemblement national. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde a compris que seuls ils n'y arrivaient pas et il fallait unir les deux. Et Zemmour arrive en disant « c'est moi qui fais l'unité ». Bonjour les amis. Bonjour. Doucement. C'est quoi là? Doucement. Putain, mais c'est quoi ce délire? Ça va? Ouais, ça va? Je vais faire Moïse qui fend les os. S'il vous plaît, on s'écarte. Sauvez-nous de ce merdier et de tous ces salauds qui nous dirigent. Vraiment, toutes ces ordures. Vous pouvez compter sur moi. Ne vous inquiétez pas. Ma femme et moi, on est des gros influenceurs sur Twitter. Ah bah bravo. Et on veut collaborer. Grâce avec Zemmour. Grâce avec Zemmour. Grâce avec Zemmour.
Éric Zemmour qui est donc dans ce restaurant en train de boire un verre de l'amitié avec Guillaume Pelletier et Jérôme Rivière, son vice-président qui vient du RN et son vice-président qui vient des Républicains, avec cet objectif de faire l'union des droites. On verra s'il y a d'autres ralliements dans les prochains jours. Vous avez Marine Le Pen, malheureusement elle ne peut pas rassembler le peuple de droite. Valérie Pécresse, elle veut vraiment pas parce qu'elle aime bien ce brevet de républicanisme que lui donne la gauche. Nous on peut et on veut et on va y arriver. On va y arriver. Zemmour profite d'une faiblesse de Marine Le Pen. C'est sa mauvaise gestion humaine de son parti. Elle peut écarter, elle peut pas bannir, mais ignorer quelqu'un, ne pas lui donner assez de responsabilités. Donc il y a beaucoup de frustrations qui naissent. Et il y a énormément de gens qui se considèrent maltraités. On peut voir la salle par là? Oui, c'est... Voilà, il paraît que c'est un peu... Là, il va bien, ce mec. Cher Philippe, la forme? Bravo, c'est bien. Vous m'avez tout appris. Bon. Tu nous as manqué toute la journée. Là. Oui, c'est ça. C'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Rendez-vous compte, pendant 40 ans, la vieille gauche et la fausse droite nous ont empêchés de nous parler, allant même jusqu'à nous diviser nous-mêmes. Vous avez cru en Le Pen, vous avez cru en Sarkozy, vous avez cru en Chirac, et aujourd'hui, grâce à un homme, nous sommes ensemble dans la grande maison commune. Il est là le panache, elle est là l'audace, il est là, Éric Zemmour, vive la République et vive la France. Je tiens à dire très clairement que je n'ai strictement rien contre Marine Le Pen et que je ne dirai jamais rien contre elle. Que je n'ai rien contre les amis d'hier du Rassemblement national qui demeurent mes amis d'aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou non, car comme disait Talleyrand, ne se fâche pas avec moi qui veut. Il est incontestable que les différents ralliements ou les différentes défections qu'elle subit l'affaiblissent. Sauf que Marine Le Pen réagit de façon plutôt intelligente. Au lieu de rentrer en guerre avec lui, elle laisse passer. En fait, elle s'est victimisée, c'est aussi simple que ça, mais ça a très bien marché. Ça a très bien marché, et donc des désertions politiques qui auraient pu lui coûter très cher sont devenues en fait des coups de poignard dans le dos, tel qu'elle l'a raconté. Et ça a pris, c'est son récit à elle qui s'est imposé. Merci. Vous préférez l'oreille droite ou gauche? L'oreille droite si c'est possible, parce que je fais du bruit comme ça, ça camouflera un peu le bruit. Merci. Non, je ne sais pas si certains sont tentés de rallier. Vous savez, les quelques personnes qui sont parties, bien souvent par aigreur, parce que c'est le propre des partis politiques, parce qu'ils ne trouvent pas au sein d'un parti politique ce qu'ils souhaitent, ils vont le chercher ailleurs. Notre adversaire, c'est pas Éric Zemmour. Je sais que certains souhaitent nous enfermer aujourd'hui parce que ça divertit, parce que ça fait du sensationnel, parce que ça fait vendre un peu. Il sabote votre campagne. Je ne sais pas s'il sabote notre campagne, en tout cas le cœur y est. En tout cas, il a la volonté, c'est vrai, de parasiter la campagne de Marine Le Pen. Et comme je le dis, la conquête du pouvoir n'est pas un long fleuve tranquille, mais on y arrivera et on finira par y arriver. Ouais, on a 550 connexions. Marine se connecte très bien. Eh ben, écoute, on peut... Ok. Ouais, donc je fais un mot d'intro et je lui laisse la parole. D'accord, ok. Bien, mes amis, bonsoir à tous. Merci de votre présence à cette réunion, évidemment en présence de notre candidate. Super, ça a coupé. Bon, vous allez du direct. L'audio ne fonctionne pas bien. Ah, non. François? Ah, c'est bon. Merci à tous.
très heureuse évidemment de pouvoir tous vous voir. Je ne vous vois pas tous parce que vous êtes évidemment extrêmement nombreux. Et une campagne, même si elle est portée par une bonne stratégie, ne fonctionne pas si les militants ne sont pas présents. Maintenant, on rentre dans le dur. Nous sommes dans les 2 derniers mois de la campagne et c'est maintenant qu'en réalité, l'immense majorité du résultat se joue. On va gagner. Vive Marine. On s'en fout, on assume, on va gagner. Mais oui, elle fait quand même beaucoup de propositions. Elle a quand même écouté le Français qui pleurait, qui a quand même... le Français, à l'heure actuelle, est quand même comme dans une grosse mouise. Ça veut dire qu'elle a plus une fibre sociale qu'Éric Zemmour? Oui. Ah oui, oui. Ah oui. Éric Zemmour, lui dites pas qu'à la fin du mois, le 31, vous avez votre salaire, que le 5, il n'y a plus rien à manger. Il va pas comprendre. Ça, pour lui, c'est... Ben, vous avez qu'à faire des économies. Face à Éric Zemmour, Marine Le Pen, elle veut souligner ses différences avec son concurrent. Elle veut même surjouer ses différences. Et donc, là où Éric Zemmour apparaît comme froid, radical, même parfois sans cœur, elle veut montrer que c'est tout le contraire. Il reste les petits gâteaux au chocolat, là, les petites madeleines. Ça faisait longtemps que Jordan n'avait pas dit « j'ai faim ». Tu vois les chants dalmatiens? Le petit, là. Jordan disait « j'ai faim, maman, j'ai tellement faim ». C'est Jordan. J'espère que tu dis pas la même chose que moi. Tu fais nationaux, mondialiste, localiste, globaliste, etc. Mais c'est le même discours ou quoi? Non, je te pose la question parce que j'ai... Je te pose la question justement parce que on m'a dit que tu le faisais, donc du coup j'ai mis Jordan le rappelait. Mais d'accord. Okay. Oui, parce que si je le dis pas... Non, mais j'ai... Comme Jordan l'a dit... Bah non, il l'a pas dit. Il n'a pas encore parlé d'ailleurs. N'oubliez jamais que c'est Emmanuel Macron qui a augmenté les taxes sur le carburant et spolié les retraités, provoquant le grand mouvement populaire des Gilets jaunes. N'oubliez jamais que c'est Emmanuel Macron qui prétendait qu'il suffisait de traverser la route pour trouver un emploi. Alors, ce qui domine sourdement dans le cœur des Français, c'est un sentiment d'abandon. Nous devons clore la parenthèse Macron. Nous allons la clore. Maintenant, mes amis, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de moi. Parce que je crois que l'élection à la présidence de la République, c'est d'abord une rencontre entre le peuple et un homme ou une femme, et en l'occurrence une femme. Mes enfants, je les ai élevés seuls pendant quelques années. J'ai été une de ces familles monoparentales, comme on dit. Je sais d'abord qu'on ne choisit que rarement cette situation. Je sais la difficulté psychologique que ça représente d'être en même temps le papa et la maman. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. J'ai beaucoup appris, j'ai tâtonné, j'ai parfois échoué, je suis tombé. Je me suis toujours relevé. Je sens le poids du communicant derrière qui a dû lui dire il faut que tu fondes l'armure et tous ces trucs. Et à ce moment-là, je trouve ça presque un peu décalé, un peu ridicule. Et en fait, je me suis trompé. Elle a réussi de manière très, très, très efficace à changer son image. Marine Le Pen a vraiment opéré une sorte de mue. Elle s'est humanisée
puisque si vous parlez de vos chats et de vos enfants, vous devenez beaucoup plus un être humain comme beaucoup d'autres, comme beaucoup d'électeurs. Elle est devenue plus acceptable pour une grande partie des Français. Les extrémistes vous mentent, refusez le venin de la nostalgie, ne laissez ni la colère ni la peur l'emporter. Contre cet extrémisme, choisissez la main ferme et juste. Alors, debout! Dimanche, c'est le début d'une nouvelle étape. C'est le moment où Valérie va parler de la France, va donner sa vision, mais on n'est pas assez mobilisé sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est la prime à la radicalité, aux extrêmes, etc. Moi-même, là, je fais le moindre tweet, je me prends 50 tweets d'insultes. Il ne faut pas non plus se laisser intimider. Il faut que nos jeunes relayent tout, vraiment massivement. Et ça, c'est vraiment fait passer le message. Point sur la mobilisation, peut-être. Le fichier, Charlotte Guilhem, vous l'avez. Il y a une demi-heure, on était à 1850. Donc ça progresse bien. Il y a sûrement quelques doublons. Parce que j'ai vu qu'Éric Zemmour s'était inscrit 50 fois au meeting. Donc peut-être qu'il vient, mais il ne viendra pas 50 fois. Et puis il y a des gens qui ne viendront pas. Donc on est à 1500 personnes qui viennent. Le but, c'est que ce soit vivant, lumineux et joyeux. Plus elle va avoir d'ambiance à son entrée, plus elle va se sentir bien dans les applaudissements et tout, plus elle va avoir de l'énergie à donner, et en fait, ça va être réciproque. Il faut savoir que tous ceux qui ont été élus président de la République, Macron y compris il y a 5 ans, c'est on disait qu'ils n'étaient pas faits pour, ils n'avaient pas les épaules, ils ne savaient pas s'exprimer, ils n'étaient pas charismatiques, et puis c'est ça. Et donc, il y a eu leur moment d'un grand meeting, et derrière, ça a décollé pour eux. Et en fait, il faut se dire que vraiment, ça va être un moment déterminant dans la campagne présidentielle. Enfin, on s'en rend pas compte. Hein. On s'en rend pas compte, mais c'est quasiment l'avenir de la droite et du centre qui va jouer dans les 2 mois. Hein. Elle doit démontrer qu'elle est aussi une présidentiable, apte à exercer la fonction suprême. Et donc précisément, le premier moment où elle se montre face à son camp et où elle aussi doit faire sa preuve à la tribune, c'est son grand meeting où elle est très attendue. Le temps fort de la campagne à droite avec le premier grand meeting cet après-midi à Paris de Valérie Pécresse. Est-ce que ce discours, ce moment de vérité, va permettre à Valérie Pécresse de relancer sa campagne ? Ça va bien ? Ça va. Et toi ? Ça va, ça ira mieux à la fin. Ouais, il faut qu'elle se lâche, quoi. Non, mais t'en fais pas. Chaque chose en son temps. Bon courage. Et sur le côté perso, alors, Jean-Marc disait ce sera un peu surprenant quand même. Ouais, elle va parler d'elle, bien sûr. Ouais. Mais ça va pas être du Marine Le Pen. Hein. Vous m'avez manqué. Merci à chacune et chacun d'entre vous de me donner votre énergie. Vous êtes toujours là. Votre affection me porte. C'est un privilège d'être votre candidate, de porter vos couleurs, même si, désormais, c'est au peuple de France que je dois me donner. Bonjour, monsieur le maire, c'est Philippe de Villiers. Ouais, vous reconnaissez ma voix. Voilà. Je vous appelle de la part d'Éric Zemmour, notre candidat, pour savoir où vous en êtes de votre parrainage. Ah, vous l'avez envoyé. Parfait. Oui. Oui, donc ça n'a pas dû partir lundi. C'est super. Bon. En tout cas, un grand merci de la part d'Éric Zemmour et puis de toute notre équipe. Et merci pour la France. Merci, au revoir, monsieur le maire. Au revoir. Au revoir. J'ai jamais vu dans la forme
quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle et qui est aussi inapte à l'art oratoire. Et alors, c'était hallucinant parce qu'elle disait des trucs du genre « Il faut que la fenêtre soit ouverte pour laisser passer la lumière ». Le fond était creux, le ton était faux. Et quand on s'est vu avec Eric et Sarah, on a fait le même constat en se disant, ben voilà, ce dimanche-là, c'est probablement à partir de cet instant qu'on peut penser au deuxième tour. Je vous dis... Macron, bien sûr de lui. Hein. Il peut y avoir un mouvement très large. Je suis gourmand de l'instant que nous vivons. Jean-Luc Mélenchon devant une salle comble. Il a voulu motiver ses troupes en luttant contre la résignation à gauche, dit-il, voulant incarner le vote efficace. Ségolène Royal appelle à voter contre son camp, ni Hidalgo, ni Taubira. Et aujourd'hui, c'est évident que le vote utile à gauche, c'est le vote Mélenchon, puisque c'est lui qui fait la meilleure campagne, c'est lui le plus solide. On voit que vos adversaires à gauche sont faibles. Vous remplissez des salles, oui. Mais les sondages, ils montent pas. Comment vous expliquez ça? C'est la vie. On n'a pas toujours les récompenses qu'on attend de ses efforts. Est-ce qu'il y a un inconnu qu'on voit pas? Comment vous l'expliquez? On a pris cher, hein, pendant 2 mois. La désunion qui nous fait perdre, la désunion qui nous fait perdre. Mais je vous rassure, les gens vont s'impliquer dans la présidentielle. Et franchement, s'ils ne s'impliquent pas... Donc les sondages pourraient monter? On doit y aller. Bon, j'y vais. Allez. Au revoir, à ce soir. Il y a des bons restos dans la ville. Quelle chance nous avons qu'arrive devant nous une élection présidentielle. Parce qu'en une seule fois, avec un bulletin de vote, nous pouvons régler des milliers de problèmes. Alors oui, nous on pense ça, et les autres. Vous avez perdu d'avance, à quoi bon? Ça c'est la machine à faire de la résignation, matin, midi et soir. D'ailleurs, vous avez perdu d'avance, vous êtes trop nombreux, ils vérifient même pas qu'il y a moins de candidats de gauche que de droite, mais ça t'en fout. Etc. Et puis tous les ballots, ah oui. Bon, moi je rentre pas là-dedans. Courage, détermination, explication, conquête, entraînons, on s'occupe pas du reste. Là, Jean-Luc Mélenchon, il se dit que si il doit y en avoir un qui réussit à passer dans ce qu'il appelle encore le trou de souris, c'est lui. Il est conscient que ça va être difficile, il est conscient que Marine Le Pen est haute, il est conscient qu'Emmanuel Macron n'est pas aussi abîmé que François Hollande ou Nicolas Sarkozy à la fin de leur quinquennat, mais il y croit, oui, il y croit clairement. Salut Jean-Luc. Alors, salut ma belle. Ça va? Comment sortir combien par jour de plan? Parce que moi, j'ai du mal, hein. Ça s'empile, il faut que je suive pour embrayer. C'était le 5e, là, sur 14. Du coup, on l'a présenté avec Richard Béninger. C'était lequel? Pauvreté. D'accord. Lutte contre la pauvreté. Et ça va, pour l'instant, je suis pas décalé. Non, je pense que le prochain, c'est Outre-mer pour ton déplacement. Ah, qu'est-ce que j'en ai marre, ma pauvre. Le mois de mars, il est vraisemblable que si les choses continuent comme elles sont aujourd'hui, hein, je ne veux pas le préjuger de ce que ce sera, mais nous serons en évidente première position. Il faut évidemment accueillir tous ceux qui sont prêts à militer avec nous. Il faut être carte sur table avec celui qui vient ou celle qui vient. D'accord? Il n'y a rien à marchander. C'est pas je vais t'appuyer, moi qui ai été 4e secrétaire de la fédération il y a 20 ans et battu à 3 élections législatives successives, à condition que tu me donnes une circo. Walou, il n'y en a pas. La seule chose qu'il y a, c'est si tu veux, tu viens, tu milites. Si tu milites, t'es un frère ou une sœur, comme dirait l'autre. Hein. On t'accueille à plein pot, en copain. T'as changé d'avis, tu te mets dans la bataille, bravo, t'es le bienvenu. Tu viens nous dire comment on doit faire? Non. Et si vous voulez, c'est ça qui frappera. C'est qu'au lieu de passer notre temps à nous pouiller sur nos micro-différences, ou même très importants, on nous voit rassemblés et souriants.
Et ne me dites pas le contraire. À tous, ça vous donne du bonheur de vous sentir fort, de vous sentir en tête, de vous sentir accueilli avec tant de chaleur dans les quartiers populaires que j'ai la rage que si jamais ils ne vont pas voter, je ferai le tour de France moi-même pour aller nous engueuler tous en partie. Et il y a dans l'opinion quelque chose de très fort et de très puissant. On a parlé de gauches irréconciliables. En réalité, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, il n'y a pas de gauches irréconciliables. Les sympathisants de gauche, quelle que soit leur affiliation partisane, de la France Insoumise à Europe Écologie Les Verts, en passant par le Parti Socialiste, sont tous pour l'union de la gauche. Parce qu'ils considèrent que, précisément, ils sont d'accord sur l'essentiel. Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. En choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix dans notre Europe depuis des décennies. La guerre en Ukraine change tout. Ça change tout dans la campagne. L'effet de sidération a été énorme. Et là, si on dit que les crises sont des marqueurs de présidentialité ou des révélateurs de présidentialité, pour Emmanuel Macron, c'est d'une certaine manière, il réenfourche le cheval de père de la nation, le cheval du président protecteur. En ces heures troubles, où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses, ne cédons rien de notre unité. Il était avant la guerre déjà plutôt le favori. À la faveur de la guerre, il devient un hyper favori. Et on imagine à ce moment-là qu'un certain nombre de candidats vont être en difficulté à travers les déclarations ou les positions qui ont été les leurs. Est-ce que ce soir, vous dites de Vladimir Poutine que c'est un dictateur ? Mais on peut toujours se lancer des anathèmes. Dictateur, fou, est-ce que vous croyez que ça va faire Non, je vous pose la question. Moi, je ne juge pas, je vous demande parce que vous êtes candidate à la présidentielle, est-ce que vous considérez que c'est un dictateur ou non ? Je pense que pour qu'il y ait une issue diplomatique, il ne faut insulter personne, il ne faut humilier personne, il ne faut mépriser personne. Quand on voit l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, on se dit les deux vont être dans la panade. Parce que les deux ont affiché une forme de proximité idéologique et même sympathique vis-à-vis de ce dictateur qui est Vladimir Poutine. Elle laisse Éric Zemmour prendre la foudre. C'est la stratégie du paratonnerre. Où Éric Zemmour, figé idéologiquement, n'aura de cesse de confirmer ce qu'il disait auparavant. Nous aurions pu éviter cette catastrophe. Les Occidentaux ont une responsabilité dans l'escalade de la violence à l'Est. Ils doivent comprendre les revendications russes contre l'expansion de l'OTAN. Je vous remercie. Pendant les 2 jours qui suivent l'invasion ukrainienne, eh bien, il ne sait pas réagir. Il réagit à contretemps. Vous, président, que fait la France? Vous accueillez les réfugiés ou bien vous les refusez? Il n'est pas bon d'arracher les gens comme ça, loin de leur pays. Il n'est pas bon de déstabiliser la France, qui est déjà submergée, je dis bien submergée, par l'immigration. Sa première réaction est de dire « les frontières sont fermées ». Il n'est pas question d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Et de ce point de vue-là, il se trompe, car l'opinion française est ultra majoritairement dans le camp ukrainien. On voit bien le décalage entre le contexte qui frappe l'opinion du monde entier et un discours totalement décalé de la part d'un candidat qui va continuer de dévisser ensuite. Celle qui se revendique comme la candidate du peuple, Marine Le Pen, recentre sa campagne autour du pouvoir d'achat. Alors que le carburant dépasse les 2 € le litre, elle cherche à consolider son socle. Il y a le candidat des plateaux, c'est Éric Zemmour. Il y a le candidat un peu des grandes métropoles, c'est Valérie Pécresse. Et moi, je suis la candidate du peuple de France, des territoires, des endroits où les Français ont le sentiment en fait, qu'on ne s'intéresse pas à eux. Moi, je m'intéresse à eux. Bonjour, ça va? Ouais. Très heureux, Marine, de te rencontrer. Ça va bien. Ça me fait vraiment plaisir. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame.
On avance, on avance, on avance. Avec les piolets. Bonjour, bonjour une fille. Venez dans mes bras faire une photo. Hop là, voilà. Je vous aime bien. Il est mignon. Il est mignon. Hein. Regarde, Pierrette, Madame Le Pen. Bonjour, Marie. Bonjour, bonjour. Vous êtes en train de danser? Moi, je danse. Ah, nous, on aime bien danser. Nous. Dès qu'il y a de la musique, on danse. Bien, Vous allez bien, Marie? Dès qu'il y a de la musique, on danse. Très bien. Bon. Très, très bien. Dès qu'il y a de Tout la le monde est musique, prêt on danse. Ah oui. au grand changement là? Ah oui. On aimerait bien qu'il y ait du changement quand même. Ouais. Ah oui, bah ça c'est sûr. Hein. Il faut. Surtout là, Voilà. hein. Il faut. Voilà. Que là, avec les prix qui... Ah là. Même beaucoup, Il faut prendre des même. décisions urgentes là. Hein. Oui. Sinon ça va devenir compliqué. Hein. Oui. Bon. Voilà. Tenez Allez, bon. merci. Au revoir. On est obligé de constater qu'avant même la guerre en Ukraine, les prix avaient déjà augmenté dans des proportions qui étaient spectaculaires. Et le prix du carburant était déjà au-dessus, très largement, de celui qui a déclenché en fait la révolte des Gilets jaunes. Je le dis très calmement, mais avec beaucoup d'inquiétude, la situation est hors contrôle. Philippe de Villiers a une très bonne formule, je trouve, pour résumer ce qui s'est passé dans l'affrontement Zemmour-Marine Le Pen. Marine Le Pen s'est adressée à des consommateurs, elle a parlé de pouvoir d'achat pendant toute la campagne. Lui s'est adressé à des citoyens, il a parlé de l'avenir de la nation. Et en réalité, c'est la consommatrice qui a gagné. Et je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle, mais c'était ça la bonne stratégie, c'était pas celle d'Éric Zemmour. C'est très dur. C'est ce que j'expliquais ce matin à mon chef. Mon mari travaille dans la région parisienne, donc il part à la semaine. Là, à l'heure actuelle, on est à 150 € de gasoil par week-end, par semaine. Mon mari et moi. Donc on a un budget de 600 € de carburant par mois. Voilà. Ça, c'est pas possible. C'est ça. On voit bien la limite, c'est impossible. L'économie française va mourir. Et ça va être. Et à côté, je peux vous dire que la pandémie, ça aura été une balade de santé. Au fond, Le Pen ne signifie plus extrême droite pour les Français. Il signifie pour beaucoup de Français colère, voire exaspération. Et ce qui fait qu'on a un peu dépolitisé ce nom. D'ailleurs, on n'appelle plus Le Pen, on l'appelle Marine. En reprenant les thèmes qui avaient habité les Gilets jaunes, le carburant, les taxes, etc., elle a passé ce manteau. Elle est devenue l'héritière de cette protestation, qui fait qu'elle est tout d'un coup assise sur une base sociale beaucoup plus large que celle qui avait pu voter pour elle en 2017. C'est un responsable de la majorité qui le dit, la campagne, il va falloir quand même s'y mettre un peu. Ah bon, on va se réchauffer en tractant. Exactement. Bonjour madame, pour l'élection présidentielle. Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez le programme pour l'élection présidentielle? Voilà, un peu de lecture. Celui du président candidat. Bonjour monsieur. On ne peut pas gagner à tous les coups. Le président sortant va continuer de faire campagne en pointillé. Il y a une bonne raison, la guerre en Ukraine à gérer, bien sûr. Une bonne raison tant qu'elle n'apparaît pas avec le temps comme une mauvaise excuse. Le peuple ne vit plus, mais il survit, monsieur. On crève. Alors que les manifestations continuent chaque samedi et on parle de nous au passé, et sauf que le malaise il est toujours là en France. On demande à tous les députés et les élus, c'est de vivre avec un salaire, avec un SMIC pendant 3 mois, et croyez-moi que le gilet jaune, vous allez l'enfiler. Vous allez l'enfiler. Ça, c'est sûr et certain que vous allez l'enfiler parce que vous n'allez plus pouvoir vivre. On dit essayons de faire tous ensemble, en se respectant. Je suis content parce qu'on a pu avoir une discussion. On se respecte, et c'est très comparé bien à ce que comme les ça. médias peuvent dire, on n'est pas violent. Mais ouais, il y a pas mais de souci je pour vois ça. bien, je vois bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à vous. Bon courage. Au moment où on se parle, il y a des gens qui payent du prix de leur vie, leur liberté. Et qui se battent et qui avaient déjà commencé à le faire parce que les Ukrainiens, en 2014, à Maïdan, ils portaient déjà une forme de révolution démocratique. Et je voudrais en profiter pour dire un mot parce qu'il y a une sorte de petite musique au fond. D'accord, eh ben. Vérité. Mais. Vérité. Ce que je vous propose, attendez. Écoutez, attendez, deux secondes. Messieurs de la sécurité, s'il vous plaît. Est-ce que l'un d'entre vous veut venir à la tribune, prendre le micro et parler 2 minutes? On est là dans un moment d'expression. Je vous propose de donner le micro à l'un de vos collègues, si ça vous va. Comme ça, vous prenez 2 minutes pour exprimer votre message. On peut se dire des choses et ensuite vous laissez l'expression démocratique et le dialogue se faire. Ça vous va? Allez. Allez-y, vous avez le droit à la parole. Bonsoir.
On a un président de la République qui refuse de débattre avec des candidats à l'élection présidentielle. Ça vous va, ça ne vous va pas, c'est scandaleux. On a un président de la République qui annonce sur son mignon petit tract que le chômage a baissé. Ça n'a absolument pas baissé. Le mensonge n'est pas un mode de gouvernement. Voilà. Et les gens qui sont ici, grand bien leur face, s'ils tolèrent et s'ils votent pour des gens qui font du mensonge un mode de gouvernement. Voilà. Merci. Écoutez, merci d'avoir pu vous exprimer. Je ne sais pas si la réponse vous intéresse, mais si ce n'est pas le cas, bonne soirée à vous. Et on va parler emploi, on va parler croissance, on va parler de l'avenir de notre pays. Merci à vous. Il aurait été extrêmement difficile pour Emmanuel Macron, en toute objectivité, de faire campagne en même temps que de gérer ses affaires. Simplement, du point de vue des Français, il faut quand même reconnaître que c'est un défaut. On voit le président très loin, voilà, dans ses négociations avec Poutine, et puis on se dit, mais en fait, est-ce qu'il nous oublie pas un peu ? Moi j'ai pris un sac parce que je me suis dit, comme je suis bien ici, peut-être rester cette nuit. Mais je te conseille de rester, toi aussi d'ailleurs. Ah, moi je suis venu comme ça. Mais moi, je suis dans la on aura toujours des affaires de rechange. Mes chers amis, merci du fond du cœur de montrer combien notre région est mobilisée derrière notre candidat, Emmanuel Macron. Et c'est une immense fierté pour moi, ici à Nice, de vous recevoir et surtout de recevoir en votre nom à toutes et à tous, de leur souhaiter la bienvenue à notre ancien Premier ministre, mon ami Édouard Philippe, et à notre ministre de la Santé. Bon, je suis très content d'être ici. Je ne vais pas bouder mon plaisir. D'abord, je suis toujours content d'être à Nice. Et donc, moi, je fais campagne pour le président de la République, sans hésitation, avec enthousiasme, mais pas du tout avec désinvolture ou avec le sentiment que c'est gagné d'avance. La politique, ça ressemble quand même beaucoup au sport que je préfère et que je pratique, à la boxe. En général, quand le boxeur que vous regardez, vous avez le sentiment qu'il va facilement gagner au point, il finit terminé par KO. Jusqu'à quelle heure ils ont? Jusqu'à 19h. Si tu fais 1 heure de propos introductifs et 2 heures de questions ensuite, c'est bien. Hein. L'objectif est de prendre combien de questions? C'est une bonne trentaine, ça serait génial. Mais ça va dépendre énormément de la longueur de tes réponses. Plus tu fais court, plus on en prend, plus l'exercice que tu voulais faire de confrontation, d'échange et de j'ai rien à cacher est réussi. Mais t'es vraiment mettre des horloges là-dessus. Je ferai 1h15, je pense. Bonjour, messieurs, dames. Au moment où il présente son programme, il change de braquet. Il passe un autre habit, celui qui va annoncer la retraite à 65 ans, celui qui va demander des contreparties pour le RSA. Nous devons travailler plus. Et là-dessus, il y a 2 leviers. Le plein emploi, la réforme des retraites. Je ne sais pas si c'est à son corps défendant, mais malgré tout, il est le meilleur candidat de la droite. Il a à cœur de séduire la droite classique. Il veut faire les poches de Madame Pécresse. Et elle-même sera la première à s'en plaindre, à dire c'est de la contrefaçon, ce programme. Dernière journée de campagne officielle, elle se termine ce soir à minuit. Valérie Pécresse, qui malgré les sondages qui la placent derrière le trio de tête, veut encore y croire. Merci, monsieur le maire. Merci de cette invitation. Alors c'est vrai que c'est très symbolique pour moi de finir cette campagne face à un village. Moi, je défends les villages. Je serai la candidate de la ruralité. Je me sens comment, elle? Ça va? Bien. Je pense que quand c'est les derniers jours, tu as une espèce de euphorisant. Ouais, c'est ça, une espèce de... Tu es galvanisé aussi par les dernières heures. Ouais. Alors,
Bonjour Valérie. Le Beaujolais. Bonjour Comment Valérie. ça va? Ça va, enchanté de vous recevoir chez nous, c'est Laurent. Vous avez dégusté, donc là, sur notre domaine, on produit. Je vais vous poser une question, parce que une question piège. Est-ce que vous savez d'où vient le mot picolé? Du piccolo d'Argenteuil. Petit vin blanc qui était sans doute pas totalement délicieux. Un tout petit peu en feu. Santé. Ah ben oui quand même. Santé. Et t'as fait le... Non, j'ai pas fait non plus Patricia. Elle a accepté. Alors ça c'est le Morgon 4 2017. Donc ça c'est... Les technocrates arrêtent de gouverner ce pays. J'ai passé 3 heures. Le Morgon Pécresse. Non, mais c'est dernière. Bah, vous rigolez ou quoi là? Valérie Pécresse, elle était dans cette campagne dans une position impossible parce que finalement, tous ces thèmes ont déjà été absorbés par Emmanuel Macron depuis longtemps. Elle n'a pas compris qu'elle était pas du tout en rivalité avec l'extrême droite, qu'elle était en rivalité avec Macron. Et elle a passé toute son énergie contre nature en réalité à croire que sa rivale, c'était Marine Le Pen. Les gars, il reste 45 secondes. Wouhou! Marine Président! Marine Président! Allez, bordel! 20 secondes, les gars! Prudence, prudence! C'est la lutte finale! On se retrouve dans un instant avec un duel entre Gabriel Attal et Jordan Bardella notamment. Ça va être passionnant. Le fait politique de toute façon de cette campagne, c'est Éric Zemmour. Qui d'autre? Effectivement, Emmanuel Macron n'est pas là. Lui, il suit les résultats avec une poignée de fidèles uniquement à l'Élysée. 5, 4, 3, 2, 1. Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1%, devant Marine Le Pen avec 23,3%, la même affiche. Je veux pas vivre cette vie-là, je peux pas. On va résister. Le départ du RN, vous le regrettez là? Moi, je ne regrette rien et je laisse aux minables les questions minables. Nous voici finalement face au duel qui était annoncé depuis 2017. Alors, si électoralement rien ne change, politiquement, tout a changé. Nous avons construit le plus grand parti de France. Regardez-moi! Je n'ai jamais lâché prise. Je n'ai jamais cédé. Je n'ai jamais baissé le regard. La pierre retombe en bas du ravin, alors on la remonte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes amis, mes chers compatriotes. Merci. Durant les 15 jours à venir, ne ménageons aucun effort car rien n'est fait. Soyons humbles, déterminés. Allons convaincre
chacune et chacun. Ça rame un peu du côté de la Macronie qui a tout fait pour enjamber cette élection présidentielle. Emmanuel Macron a refusé tous les débats. Il pensait que le Covid puis l'Ukraine allaient lui permettre d'être réélu. Le 24 avril prochain, nous pouvons faire le choix d'une nouvelle époque française et européenne. En vérité, ce soir, c'est un échec pour Emmanuel Macron parce qu'il y a 75% des Français qui ont voté contre Emmanuel Macron. Je compte sur vous. Ensemble, nous allons construire avec enthousiasme et conviction cette victoire pour mettre en œuvre la grande alternance dont la France a besoin. On a une candidate qui prône toujours dans son programme une alliance avec la Russie qui nous conduirait donc à fournir des armes à la Russie contre les Ukrainiens et non l'inverse. Vive la République, vive la France! Ce qui se passe dans cette campagne en général, c'est que il y a eu 3 blocs pour qui l'essentiel était de prendre l'avantage sur ses rivaux du même bloc. Donc il y a eu le bloc d'extrême droite, la même chose se produit à gauche, et à droite, il y a la même rivalité. Les partis n'ont pas montré qu'ils avaient une nécessité, une utilité. Même ceux qui crânement disent non, on va continuer, etc. Je ne vois pas comment ils peuvent continuer puisqu'il n'y a plus personne. Les partis traditionnels sont morts, c'est-à-dire qu'il va falloir que la démocratie invente quelque chose d'assez neuf pour faire en sorte, c'est le grand problème depuis toujours les démocraties, que les institutions arrivent à capter les classes populaires pour les faire un peu participer. Il faudra essayer d'approfondir la démocratie, pas toujours avoir une position défensive, c'est-à-dire au dernier moment, face au danger de l'extrême droite, on vote comme un seul homme. Cela étant, dans le moment qui précède, essayer de montrer, de convaincre. À voter. La démocratie est efficace à sa manière, c'est-à-dire qu'elle passe par l'adhésion positive de la plupart des individus aux mesures qui sont prises pour éviter le ressentiment, c'est-à-dire le sentiment d'être gouverné sans avoir jamais rien à dire sur la manière dont on l'est.